Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'update et on va parler également d'actualité. Il y a 2-3 faits assez intéressants qui sont parvenus dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. J'aimerais revenir dessus et vous partager un petit peu ma lecture et également entendre vos retours sur ces actualités-là. Et de la même façon, vous êtes très nombreux depuis ma vidéo sur Elrond à me demander un update. En effet, parce que Elrond, c'est l'un des projets que j'ai présenté qui a le plus explosé à la hausse d'ailleurs. Il y a eu le mainnet qui est sorti. Le token ERD est devenu le token EGLD. Il a évolué quand ils sont passés au mainnet. Il y a plein de gens qui m'ont posé plein de questions. Et étant donné que ça avait fait beaucoup de bruit sur mes réseaux avant ce passage au mainnet, vous êtes très nombreux à me demander en MP ce que j'en pense, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc je vais essayer de vous mettre à jour et de vous expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé sur le réseau Elrond depuis ce switch et depuis ma vidéo. La dernière vidéo sur ma chaîne, c'était un tutoriel pour prendre en main Binance. Je vous présente toutes les nouvelles fonctionnalités et je zoome très particulièrement sur les fonctionnalités de la finance décentralisée que Binance vient à peine de lancer, afin de remonter le prix de son token BNB. Comme on en a parlé dans différentes vidéos, le fameux bras de fer et la fameuse course entre Binance et Crypto.com. Comme par hasard et à notre grande surprise, nous ne l'avions pas vu venir, Crypto.com réagit et propose également du yield farming directement sur la plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez staker le token de la plateforme Crypto.com, le CRO, pendant une certaine période et en fonction de combien vous avez staké, vous allez avoir des unis, des tokens d'Uniswap gratuitement. Là, ils ont mis une allocation d'un demi-million d'euros. Avant, il y avait le Crypto.com Syndicate, un peu comme les launchpads de Binance. En gros, vous stakez des tokens et en échange, vous aviez le droit d'acheter des jetons d'une autre crypto-monnaie vraiment pas chère. Binance, c'est des nouveaux projets. Crypto.com, c'était des fois du Bitcoin à moins 50% sur le prix, par exemple. Et bien là, il lance un truc en plus. Vous pouvez bloquer votre token CRO et en fonction de combien vous avez bloqué sur quelle période, vous allez avoir des tokens unis. Et pour l'instant, c'est uni, mais peut-être que dans un mois, ce sera un nouveau projet, etc., etc. Encore une fois, si vous avez des CRO sur la plateforme Crypto.com, autant en profiter. Binance, pour revenir sur ce que je disais dans la dernière vidéo d'ailleurs qui s'affiche à l'écran, a déjà modifié un petit peu le principe de farming. Alors, je montrais dans la précédente vidéo qu'il vous suffisait de bloquer vos BNB et vos BUSD pour recevoir tous les jours des tokens Bella Protocol, ou encore des tokens Wing. En gros, Binance vous donnait, en fonction des tokens que vous bloquiez sur leur plateforme, des intérêts dans d'autres crypto-monnaies. Là, ils viennent de rajouter des trucs en plus. Donc déjà, il y a un nouveau launchpad, c'est-à-dire que plus vous bloquez de BNB, plus vous risquez d'avoir de chances d'avoir un ticket pour le launchpad alpha. Et en gros, ça vous donne le droit d'acheter des jetons alpha vraiment pas chers. Et généralement, quand c'est listé sur Binance, ça fait entre x4 et x5, bien entendu. En tout cas, c'est la moyenne. Pour les plus chanceux qui auront eu un ticket gagnant. Mais ils vous permettent également maintenant de choisir. Imaginons que vous avez du BNB, c'est mon cas en l'occurrence. Vous cliquez sur Stake Now. Stake Now, et vous pouvez, voilà, moi j'ai mis 154 BNB, d'ailleurs j'en ai 8 de plus, je vais les rajouter à la cagnotte. Ça fait que tous les jours je viens et je stake des alphas en plus et ça me donne des alphas. Et le jour où il va être listé, je vous conseille évidemment d'attendre le jour du launchpad, car c'est au moment du launchpad que le prix du jeton va exploser. Vous pourrez revendre vos alphas ou les conserver si le projet vous plaît, hein, bien entendu, afin de pouvoir récupérer des Ethers, des stablecoins ou tout ce que vous voulez d'autre. Voilà, c'était pour le petit point Binance Crypto.com. Si vous n'avez pas de compte sur les plateformes, je vous mets les liens d'affi avec les bonus dans la description. Sinon, vous pouvez directement ouvrir un compte en allant directement sur Binance.com ou encore Crypto.com. Et encore une fois, suivre l'actualité de ces deux géants qui se font une course. Car dès qu'il y en a un qui perd de la valeur ou qui perd un peu en vitesse, il a tendance à essayer de compenser et de donner des avantages à ses utilisateurs pour qu'ils reviennent sur la plateforme et pour qu'ils utilisent beaucoup plus l'un que l'autre, évidemment. Maintenant, un petit peu d'actualité, il y a un vrai regain d'intérêt pour les investisseurs plus institutionnels dans les projets crypto, notamment Bitpanda qui fait une grosse levée de fonds, du moins à l'échelle européenne c'est colossal, et qui va lever 52 millions de dollars. Alors déjà, à comprendre pour les plus novices du monde de l'entreprise, quand on lève 52 millions d'euros, ça ne veut pas dire que la boîte vaut 52 millions. Ça veut dire que le petit morceau de la boîte qui a été vendue vaut 52 millions. Alors en l'occurrence, on ne sait pas si c'est 10, 20 ou 50%, mais ça veut dire non seulement que l'entreprise a une vraie vision et un vrai chemin de développement, qu'ils ont prévu de mettre en place des choses pour se développer encore plus vite. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est même pas l'actualité de Bitpanda en l'occurrence, mais c'est le fait que ça veut dire que les fonds recommencent à investir. Je m'explique.
Un fonds d'investissement, son job, c'est d'investir dans des sociétés. Ils disent, bon, ben, cette société, j'y crois, on investit tant d'euros. L'objectif, c'est de faire x2, x5 ou x10 en fonction de la série, c'est-à-dire en fonction de est-ce que c'est sa première, deuxième ou troisième levée de fonds. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut espérer faire x2, x5 ou x10 sur 1 an, 5 ans, 10 ans? Et en fonction de ça, ils prennent le pari. Donc globalement, c'est quand même bien vu parce que ben, ça reste un exchange de crypto-monnaies. Qui plus est, qui a réussi à séduire un fonds. Hop, si je me trompe pas, c'est Valar Ventures. Il me semble que les mecs du board de Valar Ventures, c'est les mecs qui étaient dans PayPal avant ça. Donc ça reste des gros investisseurs et ça donne un petit peu de confiance de voir que ce genre de personnalités vont investir dans un projet et donc ils pensent vraiment que le monde de la crypto-monnaie et notamment les volumes d'échange de crypto-monnaie vont augmenter. Pour moi, c'est vraiment un signal positif dans l'ensemble de l'environnement de la crypto et pas simplement que pour Bitpanda. Il y a également Grayscale, un gros fonds américain qui il l'avait pas fait depuis longtemps, qui a racheté une position et qui a racheté des bitcoins pour les mettre de côté. Il me semble qu'ils détiennent presque un demi-million de bitcoins aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Je vous mets toutes les sources en description, évidemment. Très curieux d'avoir votre retour là-dessus, mais en gros, d'un point de vue institutionnel, c'est plutôt bien vu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces fonds-là, c'est leur métier d'investir dans des projets. Pendant le Covid, ils ont arrêté d'investir. Plus personne n'investissait dans des entreprises en pleine période de Covid. Ce qui fait que pendant 3-4 mois, ces entreprises n'ont rien fait. Et donc, elles ont plus d'argent parce que un fonds d'investissement, son objectif, c'est d'investir tant cette année, tant sur des projets technologiques, tant sur des projets, etc., etc. Et donc, quand ils n'ont rien fait pendant 3 mois, ils allaient rouvrir les vannes et ils allaient recommencer à investir massivement. Et c'est vrai que le marché de la crypto-monnaie n'a pas été trop touché pendant le Covid. Quand je dis trop touché, c'est que une grande surface, elle a continué à tourner parce que les besoins alimentaires, on les avait tous. Un coiffeur, lui, pendant le Covid, rien. Plus d'entrée, plus de chiffres. Il pouvait plus avoir de clients parce que sa boutique était fermée. Toutes les sociétés dans le monde de la crypto, blockchain c'est encore autre chose, mais vraiment crypto-monnaie, elles ont eu un regain d'intérêt. Parce que les gens se sont rendus compte que la banque ça suffisait pas, les gens se sont rendus compte qu'il fallait diversifier ses finances et ses moyens de paiement, mais également sa façon de contrôler ses différentes sources de valeur en fait. Et donc il y a des gens qui ont explosé la demande sur les crypto-monnaies, mais aussi sur l'or par exemple, parce que les gens se sont dit il faut que je diversifie mes finances. Et donc là ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les fonds recommencent à investir et qu'il y a beaucoup de chances que ça finisse par se reverser sur les différentes entreprises qui développent des solutions dans le monde de la blockchain et des cryptos. Le petit truc en plus, et là pour le coup ça vise que Bitpanda, les mecs se développent assez rapidement et ils mettent des gestionnaires pour chaque pays. Là où Binance, après 3 ans ou 4 ans d'explosion, commence à peine à mettre des country managers, Bitpanda par exemple, ils ont débauché une femme qui sort de chez Bloomberg, et qui est maintenant, si je me trompe pas, country manager en France pour Bitpanda. Et déjà c'est une tête, elle sort de chez Bloomberg et de chez The Family avant, il me semble qu'elle s'appelle Giulia Mazzolini, et ils commencent en fait déjà à positionner pour certains marchés, sachant que le marché français c'est quand même pas le nerf de la guerre pour certains exchanges. D'abord c'est vraiment soit le marché US, soit le marché asiatique. En plus Bitpanda c'est australien si je me trompe pas. Et donc ils se retrouvent vraiment et dès maintenant à investir massivement et à mettre des country managers pour développer tous les marchés. Donc je pense qu'on va avoir des petits exchanges comme ça, ou en tout cas des exchanges qui n'étaient pas dans la cour de Binance, Kraken, Coinbase, qui vont quand même sortir du jeu et proposer des solutions. À suivre, en tout cas, on ne peut pas dire maintenant ce qui va en être, mais c'est assez intéressant de voir que les vannes sont ouvertes au financement des projets du genre. De la même façon, on a EDF qui a une filiale qui est maintenant publique qui s'appelle Exaion, qui exerce dans le monde du minage de crypto-monnaies, donc c'est EDF, on voit qu'il y a des institutionnels qui s'y tournent, et on a également le groupe PSA, donc Peugeot Citroën, qui annonce utiliser la blockchain dans sa chaîne de production. Donc là, ça y est, là on commence vraiment à voir des géants qui ont plus peur de le dire, qui disent ok, la blockchain, nous, on commence déjà à parier dessus et à développer des solutions. Dernier point, avant qu'on fasse le zoom sur Elrond et sur leur évolution, la crypto-euro. On en a parlé, c'était un projet, c'était des idées, la Société Générale, elle a signé 2-3 protocoles, notamment Tezos et également Ether pour développer une monnaie numérique. En attendant, là ça y est, c'est la Banque Centrale Européenne, la BCE, donc Christine Lagarde, qui annonce réellement nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s'avère nécessaire. Et donc là maintenant c'est plus la France ou c'est plus des projets, c'est vraiment l'Union Européenne qui a sorti un dossier et qui commence à le dire très clairement, on part sur du court, moyen ou long terme sur un euro numérique. Encore une fois, je suis incapable de vous dire si c'est bon ou mauvais. Je pense que pour plein de questions d'accessibilité, de transmission, de sécurité, ça peut être une très bonne chose. Je pense que l'avenir se tourne vers comme vous le savez, les crypto-monnaies. Moi, j'y crois fortement. Encore une fois, attention, n'oubliez pas que derrière crypto-monnaie, ça ne veut pas dire monnaie transparente, décentralisée, gouvernée comme le Bitcoin, avec toutes ses valeurs.
Crypto-monnaie, ça veut simplement dire monnaie basée sur la cryptographie. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être nous faire un euro totalement opaque, traçable que pour le gouvernement mais pas pour les citoyens, bien dirigé par la Banque Centrale Européenne qui pourra toujours en imprimer quand ils veulent. Par exemple, c'est une idée, hein. Je vous dis pas que c'est ce qui va se faire. Mais encore une fois, on ne peut pas savoir si c'est bon ou mauvais. D'un point de vue démocratisation et preuve de la technologie blockchain, c'est incroyable. Par contre, d'un point de vue citoyen, et ils vont nous faire une monnaie, s'ils vous retrouvent à faire un cash qu'ils peuvent encore mieux tracer, ils peuvent encore mieux voir qui utilise du cash et qui paye ses impôts, qui fait ci, fait ça, qui paye sa TVA et comment contrôler tout le système, en réalité, à part dire que la blockchain a été utilisée, ça n'aura pas vraiment d'avantage pour les citoyens. Au contraire, ce sera encore plus, on va dire, on sera encore plus fliqué. Encore une fois, à suivre, mais là, ça y est, c'est plus une blague, on n'est plus en train de se dire ça va peut-être un jour arriver. Là, c'est certain, on y va. La question, c'est quand, maintenant. Hop, maintenant qu'on a fait le tour, on se pose sur Elrond. Entre ma dernière vidéo et aujourd'hui, Elrond a fait un chemin de malade. Des gros changements compris ou incompris, le passage au mainnet, le swap de leur token qui passe de ERD à EGLD. Il y a eu beaucoup de changements. J'en ai noté vraiment pas mal. Je vais revenir un tout petit peu pendant 30 secondes sur qu'est-ce que c'est Elrond et comment ça marche. Pour ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur Elrond. Ça a été d'ailleurs l'une des plus grosses explosions de ma chaîne. Ça m'arrive de présenter des projets auxquels je crois, mais qui mettent 2-3 ans à exploser. Là, la particularité, c'est qu'entre Elrond et SNX, j'ai présenté 2 projets, et les deux ont, dans les quelques mois qui ont suivi, fait entre x5 et x10. Donc ça a été la folie à gérer sur les réseaux. Content de voir que la plupart d'entre vous ont revendu quand les prix étaient assez hauts, parce que mine de rien, quand le Bitcoin s'est cassé la gueule, il y a pas mal de ces projets qui sont redescendus à des valeurs, on va dire, plus correctes qu'au moment où ça explosait dans tous les sens. N'oubliez jamais ça, sauvegardez une partie de vos gains quand vous faites des grosses performances sur du très court terme. Du coup là, ouais, j'ai pas mal de points. Le premier, c'est Elrond. Donc déjà, quelle est la mission d'Elrond? L'objectif même d'Elrond, c'était de créer une blockchain à l'échelle d'Internet. En gros, une technologie blockchain, mais qui est vraiment scalable. C'est-à-dire que leur promesse, du moins dans la dernière vidéo, c'était de sortir un réseau qui pouvait gérer des milliers et des milliers de transactions par seconde. Parce que concrètement, si on veut un jour pouvoir concurrencer Visa, 500 transactions par seconde, ça peut être très limite et ça ne permettra pas à un réseau blockchain de remplacer un système économique actuel. Mais également d'être très simple d'utilisation, et ça c'est le plus gros pari, donc d'être mainstream, et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui l'utilisent sans même savoir que c'est une blockchain derrière, c'était vraiment le but, et en plus de ça, de permettre d'avoir des outils qui sont développés sur ce réseau, c'est-à-dire de permettre les smart contracts comme le réseau Ether par exemple, la finance décentralisée, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est ce que Elrond veut donner. Premièrement, un système mondial financier mais qui repose sur la blockchain, donc qui est transparent, quasi instantané et non inflationniste, c'est-à-dire pas de nouveaux jetons qui apparaissent tous les jours. Le but c'est vraiment de se dire que contrairement à l'euro ou au dollar, on a une limite maximale et on ne la dépassera pas. Tout comme l'or d'ailleurs. L'or c'est une source de valeur qui est propre à la nature en fait, et donc on ne peut pas imprimer de l'or tous les jours. Donc le but c'est qu'elle soit non inflationniste également. Et ensuite, favoriser l'inclusion financière et donc permettre à n'importe qui, quelle que soit sa provenance, fin fond de l'Afrique, à l'autre bout de l'Asie, aux États-Unis ou en plein cœur de l'Europe, accéder à cette valeur qui aura la même définition partout dans le monde. Ça, c'était le pari. Et à ce moment-là, ils nous annonçaient lancer leur mainnet qui devrait normalement avoir les caractéristiques pour répondre à ce besoin. Le mainnet d'Elrond a été lancé et si on peut redire pas mal de choses de leur marketing, pour le coup, la solution technique est au moins aussi incroyable qu'on l'avait présentée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ça tourne, ça peut gérer jusqu'à 15 000 transactions par seconde, et ça gère plusieurs milliers en moyenne en permanence, avec, entre le moment où la transaction est émise, le moment où le réseau sécurise la transaction, émet les confirmations, inscrit ça dans le registre décentralisé, donc dans la blockchain, et vous permet de constater que vous avez reçu la monnaie, donc entre l'envoi et la réception, on est sur une latence maximale de 6 secondes. Donc ça y est, le mainnet fonctionne et le réseau est capable de délivrer ce genre de performance, avec un frais de transaction moyen de 0,001 $. Donc pour le coup, des frais très raisonnables et des frais qui permettent réellement de gérer de gros flux transactionnels. Ça, c'était la promesse d'Elrond technique, et ils ont réussi à la tenir en passant sur leur mainnet. Maintenant, la grosse complexité qu'il y a eu, et c'est ce qui a été expliqué là, c'est le passage à l'e-gold, c'est-à-dire le token Elrond Gold,
pourquoi Gold, comment ça marche, c'était quoi le but, ça a été relativement complexe. Et il y a plein de gens qui n'ont pas compris et qui ont voulu une clarification. Et à force de clarifier un point, un deuxième, un troisième, de retourner vers Elrond, car j'avais moi-même pas tout compris au début, je me suis dit bon, on va faire un petit point, 5-6 minutes en vidéo, ça va permettre d'aligner et peut-être d'alléger toutes les questions que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Alors premièrement, et le mieux c'est, je vous mets directement ce médium en description, c'était d'expliquer pourquoi la métaphore de l'or. L'objectif, c'était très simple, c'est de se dire, bon, on est passé du livre au e-book, du book au e-book, du mail, donc du courrier à l'email. L'objectif, c'était de passer d'une réserve d'un métaux précieux, de l'or, le gold, à l'e-gold, c'est-à-dire à l'or numérique et toutes les valeurs qui vont avec. Et ce trade-là va vous expliquer comment ça fonctionne la réserve de valeur d'Elrond, comment ça se fait qu'il n'y a pour l'instant que 20 millions de tokens pour 8 milliards d'êtres humains et qu'il n'y en aura pas plus, expliquer qu'on part sur 20 millions aujourd'hui et qu'on peut au maximum monter à 31 500 000 e-gold en 10 ans. Pas plus, impossible qu'il y en ait plus. Et expliquer que plus les gens l'utilisent, moins il y en aura. C'est-à-dire que, imaginons que là on est à 20 millions d'Elrond, et c'est le cas, on peut monter jusqu'à 31 500 000 tokens, et bien si l'année prochaine il y a, je sais pas moi, 100 000 e-gold qui ont été brûlés dans le réseau comme des frais de transaction, eh bien ça va diminuer ce nombre maximum de jetons émis. Donc en gros, plus le réseau est utilisé, plus le jeton deviendra rare. En tout cas dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire dans le modèle où il y a encore des nouveaux jetons qui arrivent sur le marché. L'objectif, c'était de passer de 1000 ERD à 1 jeton e-gold, c'est-à-dire réduire par 1000 le nombre de jetons en circulation. Et là, c'est le premier point où on devait clarifier, c'est-à-dire la métaphore du gold. Pour en gros en revenir sur le modèle, l'objectif c'était vraiment d'utiliser l'or parce que c'est compris de tous. Encore une fois, où que vous soyez, au fin fond des États-Unis, en Asie, bref, vous avez compris l'image, vous savez ce que c'est l'or. Et vous êtes capable de faire un parallèle avec l'objectif d'avoir un or numérique. C'était vraiment le but. J'ai mis un petit truc sur Twitter, sur mon compte, hop, il y a quelques jours. Je vous invite à me suivre sur Twitter au passage, c'est @powerasher, c'est dans la description. C'est d'ailleurs mon réseau qui devient le plus actif. Hein. Après, il y a Instagram aussi où je commence vraiment à accélérer, mais 32 500 abonnés, c'est vraiment mon deuxième plus gros réseau. J'ai mis une image, j'aime pas trop ces images en général, mais celle-là je trouve qu'elle représente bien. Voilà, les parallèles entre l'or et ce qu'a essayé de faire la team Elrond sur le fait que ce soit infalsifiable. L'un parce que on peut facilement vérifier que c'est vraiment de l'or, l'autre parce qu'il est sur la blockchain, l'un parce qu'il n'y a pas d'inflation et qu'on peut pas en créer des nouveaux, tout comme l'or, on peut pas créer des nouveaux grammes d'or comme on veut, etc., etc. Je vous invite vraiment à regarder cette image que je vous mets également en description. Là, l'objectif, c'était vraiment d'utiliser une métaphore qui parlerait à tout le monde et qui ferait comprendre aux gens, mainstream, même ceux qui ne connaissent pas la blockchain, comment ça marche et pourquoi ce jeton a lieu d'être, quel est l'objectif de ce jeton. Deuxièmement, c'était, et c'est clairement grâce à ce médium-là que vous allez le comprendre, expliquer le modèle d'inflation. Expliquer que pendant 10 ans, il y a des nouveaux jetons, mais qu'après le modèle deviendra non inflationniste et qu'il n'y en aura pas plus. Et ce qu'a dit Benjamin, c'est que en tant que CEO, lui, il doit se concentrer sur l'usage. C'était le seul moyen que le projet perdure et soit vraiment périn sur le long terme. Et donc, ils se sont dit, bon, ben, comme le prix doit suivre l'adoption, il faut qu'on arrive à faire en sorte que plus la blockchain soit utilisée, plus le token est rare. Et donc, dans leur modèle d'inflation, le modèle de base devait avoir des nouveaux Elrond chaque année pendant très longtemps. Là, ils se sont dit, on va déjà diviser par 1000, ça veut simplement dire que le jeton est 1000 fois plus rare, quoi. Et vous l'avez bien vu, son prix a fait x 1000. On est passé de token à, je sais pas quoi, 12 centimes à 12 € pièce au moment où il y a eu le swap. Et ce qui s'est passé, c'est quand ils ont fait ce x 1000 au niveau de la valeur, instantanément, il y avait 1000 fois moins de jetons, et instantanément, ils ont mis une nouvelle règle en disant, eh bien, on devait avoir tant de jetons en plus émis, en plus d'en avoir 1000 fois moins, parce que forcément la valeur a augmenté et la quantité a réduit, eh bien, à chaque fois qu'il y aura eu une transaction sur le réseau, les frais de cette transaction, c'est un montant, eh bien ce montant va être déduit du montant maximal de tokens émis. En gros, comme je vous l'ai dit, le montant maximal, là, c'est 31,5 millions de jetons. Eh bien, imaginons qu'en 3 ans, le réseau Elrond est devenu tellement utile qu'il y a eu, je sais pas moi, 7 millions de jetons EGLD en frais de transaction. Eh bien, on n'arrivera jamais à 31 millions, mais à 31 moins 7, et on arrivera donc à
24 millions maximum de tokens. C'est juste pour vous expliquer le concept. Encore une fois, je suis incapable de vous dire à quel point ça va aller vite. Et là, on voit par exemple les deux supplies. Soit ça accélère et beaucoup de gens en 3-4 ans utilisent le projet et tout de suite on arrive au maximum de jetons émis dans 3-4 ans. Soit ça prend vraiment du temps et chaque année il y a un peu plus d'utilisation et ça peut prendre jusqu'à 10 ans maximum pour toucher un maximum ultime, on n'y arrivera pas, de 31,5 millions. Pour les plus matheux d'entre vous, je vous envoie ce médium-là. Pour les autres, je continue l'évolution. Donc l'objectif était simple, expliquer qu'on avait 20 millions et jusqu'à 31 millions de tokens pour 8 milliards de personnes et jamais plus. Expliquer que la limite théorique de 31,4 millions diminue plus les gens utilisent le réseau. Et ensuite, expliquer du coup que l'objectif de tout le monde maintenant ne va plus être de regarder comment est-ce que ça monte, comment est-ce que ça descend, et c'était l'objectif de Benjamin, arrêter d'avoir des gamblers et des spéculateurs court terme, mais de se dire l'objectif c'est que cette blockchain soit utilisée. Et là, Elrond se met à développer plein de choses, notamment quelles sont les prochaines étapes du projet. Donc dans le très court terme, ils font plein de partenariats. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Benjamin en parle très souvent. Je sais pas, ce trade-là est incroyable aussi. C'est là où il clarifie vraiment le passage à Elrond Gold et tout ce qui a été compliqué à comprendre. Je vous le mets en description. Là, il annonce le début d'un marathon et il annonce également un nouveau wallet que vous pouvez créer directement en allant sur elrond.com. Vous cliquez ici, vous cliquez sur Wallet et vous pouvez directement créer le vôtre. Ça vous permet de gérer vos Elrond Gold et très bientôt, dès qu'ils remettent des nouvelles opportunités, de déléguer, donc en gros de staker vos tokens et d'obtenir des récompenses. Jusqu'à ce que le fameux wallet Maillard, qui a pour objectif d'être compréhensible par tous, même ceux qui ne sont pas dans la blockchain, sorte. Et donc il a annoncé un fameux sprint, un marathon qui a commencé il y a 7 jours et qui se termine dans 2 ou 3 semaines. Le voilà, e-Gold Marathon, jour 9. Donc je pense que ça va durer pendant 1 mois. Il y a également du farming, c'est-à-dire que quand vous prêtez vos tokens Elrond, vous pouvez en échange avoir des intérêts un petit peu comme je viens de vous le montrer sur Binance ou encore sur crypto.com. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils ont quelques trucs dans le pipe. Premièrement, c'est la sortie du wallet Maillard. Normalement, elle est prévue pour mi-novembre, mais ça dépend toujours des problèmes que va rencontrer l'équipe. Ils veulent sortir un bon produit, et donc s'il leur faut 2 semaines de plus, ce sera fin novembre. L'objectif, c'est vraiment de sortir ce portefeuille sur son téléphone, qui permet réellement de changer très facilement des euros en token e-gold, et d'envoyer ces e-gold, de les staker sur l'application, de farmer des tokens de finances décentralisées, etc., etc. Mais tout en une seule place. Et ça va être la grosse annonce d'Elrond. D'ailleurs, ils ont pris un peu de retard là-dessus et c'est dommage. Ils avaient une liste d'attente. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, les gens pouvaient s'inscrire pour pouvoir essayer ce wallet en avant-première. Le problème qu'il y a eu, c'est que le prestataire qui a enregistré les gens sur la liste d'attente a eu un problème et presque la moitié des gens qui étaient inscrits n'ont pas pu être contactés par le projet. C'est l'une des choses où Benjamin a dit c'est très dommage, mais on avait énormément de gens en liste d'attente, on n'a même pas pu contacter tout le monde. Et donc il va falloir que le temps se fasse, qu'ils reviennent et quand on va ressortir la version officielle de ce wallet, on va avoir beaucoup plus de monde dessus. Donc là, c'était l'une des choses où ils ont perdu du temps entre le lancement qu'ils avaient prévu et ce qu'est Elrond aujourd'hui. Ils ont beaucoup de nouveaux partenariats, ils ont fait des nouveaux listings. Si vous regardez bien, il y a eu des événements avec Bitfinex, avec des concours de trading, OKX, et ils continuent les listings. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment être partout, accessible à tout le monde, et surtout développer des nouveaux outils. Et cette fois-ci, c'est même pas que des outils pour vous et moi, donc pour les utilisateurs, mais plutôt des outils pour les partenaires. En effet, vous l'avez sûrement vu, Elrond aime bien lier des partenariats. Une société dans la DeFi, d'autres sociétés dans le voyage, d'autres sociétés qui sont dans le change de crypto-monnaie, etc., etc. Elrond veut vraiment être partenaire avec tout l'écosystème et donc son objectif, c'est premièrement de garder un certain rythme et d'annoncer des nouveaux partenaires et donc des nouveaux usages très souvent, mais en plus des nouveaux outils. Et là, en ce moment, comme il y a beaucoup d'appétence sur le monde de la finance décentralisée, Elrond est sur le point de sortir de nouveaux outils pour les développeurs, permettant encore plus facilement d'utiliser les smart contracts et tout ce que la finance décentralisée permet aujourd'hui. On le sait bien, l'un des freins de la finance décentralisée aujourd'hui, c'est les frais exorbitants et la lenteur du réseau Ether. L'objectif d'Elrond, c'est tout de suite, et comme beaucoup d'autres projets pour le coup, venir pallier à cette technologie pour permettre aux développeurs qui veulent développer des solutions comme ceux de la finance décentralisée, de le faire sur le réseau Elrond. Et donc indirectement augmenter le nombre de transactions, et donc indirectement diminuer le nombre total d'Elrond Gold qui vont être émis. C'est ça quand il parle de scarcity model, c'est vraiment le modèle de rareté qui est censé arriver avec le temps. Et tout simplement faire un lien mathématique en disant qu'on va tout lier sur le temps. Plus les gens l'utilisent, plus le modèle va faire que le token sera rare dans 5-10 ans.
encore une fois, sur une vision long terme. Donc c'est assez drôle de voir comment ils se développent, déjà parce qu'ils sont très ambitieux, et là où beaucoup disent ouais c'est trop d'ambition, moi c'est ce qui me plaît, c'est ça que j'adore quand je parle à ce projet-là, c'est qu'ils ont des très très grosses ambitions et ils veulent pas qu'on leur dise que c'est pas possible, parce que jusqu'à présent dès qu'on leur a dit, ils ont foncé tête baissée et ils ont réussi à le faire. Voilà pourquoi ils veulent continuer à se dire on a le droit de rêver et on a le droit de se dire qu'on va apporter la blockchain qui sera le support technique de la plupart des projets qui veulent se développer à l'échelle d'Internet d'ici quelques années. Et donc pour l'instant, d'un point de vue technique, ils ont été à la hauteur des attentes. Maintenant, à voir s'ils vont réussir ce tournant déjà sur ce changement de marketing, en gros de passer de l'ERD au jeton EGLD, et voir comment ils vont développer des nouveaux partenaires, des nouvelles associations et surtout des nouveaux usages au fil du temps. Le dernier petit truc que je voulais zoomer, j'ai vu qu'il allait faire une conférence avec beaucoup de monde. C'est ici. Brand Minds Live. Donc c'est passé, hein, c'était fin septembre. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de culture G sur les personnalités internationales et je connais très très peu de noms. J'ai reconnu évidemment Benjamin, mais j'en ai reconnu que deux autres. Simon Sinek dans le même événement. Simon Sinek, c'est l'un des plus grands TEDxman. À l'époque où j'avais fait la conférence TEDx, les mecs qui m'avaient coaché ne parlaient que de sa performance à lui. Rendez-vous compte, 52 millions de vues sur le site, on n'est même pas sur YouTube. Traduit en 48 langues, c'est un truc de barge. Et c'est un conférencier international très connu. Je vous invite vraiment à regarder cette conférence. Si vous êtes entrepreneur, vous allez devenir dingue. Elle est juste incroyable. Elle vous explique quel est le fondement même de la fédération. Comment est-ce que vous pouvez fédérer des gens et comment est-ce que vous pouvez vous lever tous les jours de votre vie et travailler comme des malades sans vous épuiser. Eh bien, c'est le why. Et c'est ce qu'il explique dans cette vidéo, c'est le pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites pour l'argent? C'est bien, mais c'est court-termiste. Est-ce que vous avez une idée, ça vous amuse? C'est bien, mais comment faire en sorte que ça vous amuse jusqu'au bout de votre vie? Il vous explique vraiment comment fédérer des gens autour de vous et comment faire en sorte que c'est pas votre objectif ou l'objectif de la boîte que vos employés vont défendre. Ça doit être un objectif commun de tout le monde, l'objectif de l'équipe. New law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Bref, c'est une personnalité de malade et quand j'ai vu qu'il était dans la même conférence que lui, je me suis dit ok, là il y a du lourd. Et le deuxième, et ça m'a retourné la tête, Malcolm Gladwell, qui est ici. Alors, je pense que les autres sont tous des génies à leur manière, hein, mais je les connais pas, donc j'aimerais pouvoir vous en parler autant, mais je suis incapable de le faire. Malcolm Gladwell, c'est un écrivain de génie qui a fait 3-4 livres qui ont tous été des succès. Et pour vous dire, c'est l'un des seuls livres que j'ai lu totalement en anglais, tellement je voulais les lire avec ses mots à lui. C'est The Outliers. Et en gros, dans ce livre, il vous explique, Mozart, c'est bien, c'est un génie du piano. Comment Picasso est un expert de la peinture. Comment celui-là est un expert dans le monde du football américain. Ils disent, est-ce qu'ils ont tous eu de la chance? Ou est-ce que quand on dézoome, ils ont des points communs? Parce que mine de rien, leur boîte crânienne, elle fait la même taille que la nôtre. Alors s'ils sont 1000 fois plus performants que nous, est-ce que c'est que de la chance? Est-ce que c'est que du hasard? Ou est-ce que c'est aussi du travail? Et il y a des mécanismes qu'on peut observer et nous-mêmes travailler pour essayer de performer dans certains domaines. Et tous ces autres livres sont tous aussi incroyables les uns que les autres sur en gros l'observation de comment est-ce que le monde fonctionne et qui est-ce qui performe en quelque sorte. Et il explique par exemple la règle des 5 heures, 50 heures, 500 heures et il dit en gros voilà en 50 heures vous avez les bases d'un domaine, vous pouvez apprendre par exemple les règles du tennis et commencer à vous défendre. En 500 heures, vous allez commencer à développer des petits coups, vous allez commencer à être un peu plus performant et en 5000 heures, quoi qu'il arrive, tous les professionnels du tennis au minimum étaient à 5000 heures de pratique. Et 5000 ou 10 000 heures. Bref, je vous invite vraiment à regarder cet ouvrage-là, ça m'a appris énormément de choses. Et quand je dézoome un petit peu, je me dis il a réussi à se hisser, parce que c'est vrai que quand on voit des événements aux États-Unis où on connaît pas trop, on se dit c'est bien, c'est un event, c'est cool, ça a l'air gros, mais en France on se rend pas compte de ce que ça représente. Et moi, quand il m'a dit regarde, essaye de relayer ça sur tes réseaux, c'est une vraie grosse conf où on va aller, je me suis dit une conférence c'est pas très intéressant, pas plus que ça, et quand j'ai regardé les personnalités, je me suis dit ok, ça doit être incroyable, et donc je crois que sur ses réseaux il avait publié Benjamin, et vous pouvez retrouver son intervention.
Bref, voilà, c'était histoire de clarifier un petit peu ce qu'est en train de faire Elrond. Ce qui me plaît beaucoup, et j'insiste vraiment sur ce thread où il explique réellement c'est quoi son but, où il explique réellement que le but c'est pas d'acheter, d'espérer que ça fait x2 et de revendre. En tout cas, c'est pas comme ça que lui il pense. Lui, il pense très long terme, avec des yeux plus gros que le monde. Et c'est ce qui fait que ça m'enflamme et que j'ai l'impression d'être dans un navire en bossant avec eux. Et que le but, c'est vraiment d'aller au bout. Et il parle comme un pirate avec son équipage et il explique qu'il pense qu'il peut le faire. Et c'est ce qui me plaît vraiment. Voilà pourquoi c'est l'un des projets où je peux vous le dire d'avance, je vais m'engager à leur côté et je vais continuer à couvrir leur actualité, à essayer de les aider parce que c'est dur pour eux de communiquer dans 20 pays à la fois. Donc la francophonie, j'essaye de les aider comme je peux. Et d'ailleurs, la plupart des médias français et des autres influenceurs sont derrière eux et essayent de les aider à se développer. Je pense qu'il y a du vrai potentiel, moi j'y crois sur le très long terme, même si c'est sûr que j'aimerais que leur token ne fasse que prendre de la valeur et qu'il ne baisse jamais. Pour le coup je vais hold et ça fait partie des rares tokens que je garde à côté de mon Bitcoin et de mes Ethers. Voilà, hop, si vous avez d'autres questions sur eux, n'hésitez pas à me les poser, moi j'envoie tout à l'équipe quand j'ai pas la réponse, ils répondent et puis en fonction de ça, ça nous permet à nous d'apporter des réponses à la communauté française. Pareil sur les feedbacks. Positif ou négatif, hein, moi je m'en fiche complètement. Si vous avez des vrais bons retours, donnez-les-moi, essayez de les mettre en anglais ou alors je les traduis et je pousse ça directement à l'équipe d'Elrond. Hop, c'était tout pour cette vidéo, c'était un petit peu d'update, j'espère que cette vidéo fera pas plus de 30 minutes. Le but c'était juste de faire une petite mise à jour. Je vous rappelle que mes dernières vidéos se trouvent sur le site Asher.com également et pas simplement sur ma chaîne YouTube Asher. Je vous rappelle que si vous vous abonnez, ça m'aide énormément et si vous activez la cloche des notifications, ça me permet encore plus de me faire référencer et donc de me développer sur YouTube. Et encore une fois, vous pouvez, si vous allez sur Asher.com, retrouver les dernières vidéos, les derniers médiums, on en sort un toutes les 2 semaines, c'est en 5 minutes top chrono, c'est pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps, les news qu'il fallait vraiment pas manquer sur les 2 dernières semaines. Et pour finir, pour ceux qui veulent même pas avoir à aller sur des sites, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, cocher pour ce que vous voulez répondre, soit j'ai une annonce importante, soit c'est je vous envoie un mail à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc-notes, soit c'est quand il y a à chaque fois une nouvelle vidéo. Tout simplement, et ça me permet de venir vers vous que en vous envoyant le contenu que vous avez décidé de recevoir gratuitement, bien entendu. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve d'ici une petite semaine, peut-être un peu plus, peut-être je dirais plus 8-9 jours, pour un autre projet dont je vous ai déjà parlé, sur le contrôle des données personnelles grâce à la blockchain. Ça m'a toujours intéressé, mais j'avais jamais trouvé de produit, qui plus est de projet très sérieux. Là c'est un projet solide, qui est déjà partenaire avec des géants, j'ai hâte de vous le présenter. C'était Asher et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Au revoir.